Bien, écoutez, chers amis, nous allons commencer notre conférence débat. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation sur ce thème intitulé « De quoi l'Indo-Pacifique est-il le nom ?» Alors, cette conférence débat ce soir prend un aspect un petit peu particulier car nous allons en effet consacrer et organiser nos réflexions et nos échanges, d'une part, bien sûr, aux caractéristiques, aux dynamiques, aux enjeux, aux défis d'une région bien précise, ce qui, ma foi, est assez classique à l'IRIS, puisque nous organisons de nombreuses réunions de la même façon, mais aussi ce soir, ce moment est pour nous très important car il va officialiser la création de l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'IRIS, qui sera dans les semaines, dans les mois et j'espère les années à venir, animé par nos trois intervenants de ce soir. Marianne Perrondoise, tout d'abord, qui est chercheuse associée à l'IRIS, Barthélémy Courmont, qui est directeur de recherche à l'IRIS, et Éric Mottec, qui est chercheur associé à l'IRIS, tous trois évidemment éminents spécialistes du thème abordé ce soir, de la région et d'une façon plus générale de l'ensemble des problématiques asiatiques. Je les remercie d'ailleurs chaleureusement pour cette initiative parce que c'est une nouvelle corde aux activités multiples de l'IRIS et nous nous en réjouissons véritablement beaucoup par avance. Et je les remercie aussi pour les explications, pour les décryptages qu'ils vont nous fournir ce soir. En effet, pour toutes celles et ceux qui suivent et scrutent l'actualité internationale, il ne nous a pas échappé qu'au cours des dernières années, il y a une expression qui est revenue cycliquement, une nouvelle expression, celle d'Indo-Pacifique, sans que l'on sache toujours très exactement ce que recouvrait cette expression et surtout ce qui est derrière, c'est-à-dire un nouveau concept visiblement des enjeux géopolitiques. Alors c'est pourquoi nous avons décidé de consacrer cette première initiative sur l'Indo-Pacifique justement à un décryptage des principaux enjeux et défis. Et pour ce faire, nous allons procéder en deux parties. La première, je me permettrai de poser un certain nombre de questions permettant de cadrer ces problématiques à nos trois intervenants. Et puis, dans une deuxième séquence, eh bien, toutes celles et ceux qui sont inscrits et qui participent, et nous sommes actuellement au nombre de 183, donc il y a visiblement un grand intérêt pour le sujet que nous abordons, eh bien vous pourrez à votre tour poser toutes les questions que vous jugez utiles. Alors pour ce faire, la règle, mais vous êtes désormais habitués, ce sera d'envoyer vos réponses par écrit. Je crains ne pas pouvoir toutes les retenir car en général il y en a beaucoup, mais faites-nous confiance, nous essaierons de répondre au maximum de ces questions. Alors, la première qui me vient à l'esprit, mais c'est celle qui tombe sous le sens évidemment, et peut-être je vais l'adresser à Marianne Perrondoise, c'est tout bêtement l'Indo-Pacifique, c'est quoi? Quelle est la genèse de ce concept? Quelle est sa signification? Quelles sont ses portées politiques sur le champ géopolitique international et régional? Marianne, si tu veux commencer à décrypter un petit peu cette notion et ce concept. Merci, merci Didier de me permettre d'ouvrir en fait les débats, en tout cas d'introduire et d'essayer de préciser de quoi l'Indo-Pacifique est le nom. Et en fait, je le ferai en soulignant le côté très paradoxal du concept. Alors, comme il l'a été dit, il y est fait référence d'une façon il est très souvent question de l'Indo-Pacifique, d'un nouveau concept qui paraît supplanter celui de l'Asie, qui paraît inaugurer une nouvelle ère dans les relations internationales. En fait, il y a une certaine forme de séduction de ce concept d'Indo-Pacifique parce qu'il s'est imposé assez vite. Il a paru faire consensus puisqu'il a agrégé autour de lui un certain nombre de puissances. Et en fait, quand on souhaite l'examiner, on voit derrière, en fin de compte, cet empilement de stratégies ou de déclarations concernant l'Indo-Pacifique, une absence réelle de consensus parce que
l'Indo-Pacifique correspond à des cartes stratégiques qui sont extrêmement différentes d'une puissance à l'autre, d'où cet apparent consensus. Et c'est ce que je trouve intéressant, en tout cas d'emblée, à souligner concernant ce concept, cette vision, ce déclaratoire. Alors, c'est vrai que quand on regarde le temps, il est assez court, le temps de l'Indo-Pacifique, puisque dès 2018, on assiste à cette prise de position du Japon, de l'Australie, de l'Inde, bien sûr, des États-Unis. Tout le monde, enfin, paraît se déclarer très vite, se réclamer de l'Indo-Pacifique. Et donc, cette capacité d'entraînement de séduction va faire que jusqu'à très récemment, en fait, l'Allemagne et jusqu'à l'Union européenne vont se réclamer de l'Indo-Pacifique. Donc, on voit qu'il y a un succès du concept qui est indéniable, puisque l'Union européenne a même désigné un envoyé spécial pour l'Indo-Pacifique. Et c'est vrai que ce consensus, et en tout cas cette unanimité à se réclamer de l'Indo-Pacifique, dès que l'on gratte un peu, on s'aperçoit qu'en fait, il recouvre des espaces et des définitions, des conceptions assez disparates. Et c'est vrai que l'espace Indo-Pacifique, d'un partenaire à un autre, il peut être très différent, il peut être très vaste, ou autrement très restreint, c'est-à-dire qu'il peut englober finalement les côtes est de l'Afrique jusqu'à l'extrême du Pacifique, puisqu'au fond, l'Indo-Pacifique stricto sensu, si on veut le définir, ce sont deux bassins, deux grands bassins maritimes, l'océan Indien et le Pacifique, avec cette notion de connectivité et cette prédominance du fait maritime qui paraît s'imposer d'emblée dans les définitions. Et quand on regarde une carte, alors on n'a pas de carte sous les yeux, mais ce qui est frappant, c'est effectivement la centralité de la mer de Chine du Sud. Et la mer de Chine du Sud, on en parle effectivement énormément depuis un certain temps, et de la liberté de navigation. Et donc, on comprend que l'Indo-Pacifique, en fait, représente quelque chose qui a trait à la liberté de navigation, à la fluidité entre ces grands bassins où se concentre une intense activité économique et qui réunit, en fin de compte, un ensemble de très grandes puissances, puisque, bien sûr, j'ai parlé des États-Unis, de l'Inde, du Japon. Et on comprend très vite que cette liberté de navigation, derrière un narratif qui va s'étoffer au fur et à mesure, on va parler d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Et donc, ça suppose que cette liberté, elle est peut-être remise en question, qu'il y a une menace sur une éventuelle fermeture. Et donc, on se demande qui peut menacer l'Indo-Pacifique, et on va y arriver très vite. Mais on se pose des questions quant à la capacité, je dirais, d'un extrême à l'autre à se projeter et à habiter totalement l'Indo-Pacifique. Comment l'Inde, qui est une puissance océanienne, se projette dans le bassin pacifique? Quelles sont ses relations avec les micro-États insulaires? Comment l'Australie, qui est quand même une puissance du Pacifique, une puissance océanienne, se projette dans l'océan Indien? Donc, on en arrive quand même à se poser des questions. Et quand on regarde une définition qui est purement stratégique, le découpage, par exemple, opérationnel américain, on voit que l'Indo-Pacifique commande n'intègre pas l'Afrique. L'Afrique qui est extrêmement importante dans la vision Indo-Pacifique de la France, notamment la façade maritime Est, mais est-ce que le Kenya se pense comme une puissance indo-pacifique? Donc, on voit que finalement, ce terme et cette géographie stratégique, elle apparaît très séduisante, mais qu'elle elle a du mal à se concrétiser. Et donc, chacun à sa porte définit son Indo-Pacifique. Et ça n'est pas sans évidemment susciter des débats, un débat qui nous inspire d'ailleurs le lancement de cet observatoire. Mais pour terminer, ce que je dirais, c'est que finalement, cette immensité
géopolitique de l'Indo-Pacifique et cette apparente flexibilité à endosser tout un ensemble de définitions ou de visions, elle est très fausse, puisque à l'instant T, on se retrouve finalement dans une forme de contraction stratégique où finalement le paramètre chinois a fini par émerger. Et je pense qu'il y a un tournant dans l'Indo-Pacifique. On va revenir dans le courant de nos échanges sur ce tournant, qui est l'AUKUS, qui lui va finir par agréger une définition de l'Indo-Pacifique avec évidemment l'émergence de la puissance chinoise, son expansion à la fois dans l'océan Indien et dans le Pacifique, qui est évidemment perçue comme une menace. Et je m'arrêterai là dans cette introduction de l'Indo-Pacifique. Bien, merci beaucoup. C'est déjà une première indication, mais qui nous montre ô combien la difficulté de délimiter précisément ce que inclut ce concept. Et puis, évidemment, tu nous as souligné la difficulté des formes de représentation géopolitique, y compris même géographique. C'est un grand classique des relations internationales, mais peut-être là, cela se pose avec une singulière acuité. Alors j'en profite pour pousser le raisonnement un peu plus loin. Barthélemy, quelles sont, de ton point de vue, les principales puissances, les principales régions ou les principaux pays qui sont directement concernés? Parce qu'il y a probablement les puissances régionales, cela va de soi, mais il y a probablement aussi nombre de puissances qui ne sont pas directement sur le théâtre géographique concerné, mais qui sont néanmoins très intéressées par les développements en cours. Merci Didier et bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour nous écouter sur ce sujet. Je dirais, pour rebondir un petit peu sur les propos de Marianne, auxquels j'adhère par ailleurs totalement, qu'il y a effectivement plusieurs définitions qui vont être données à l'Indo-Pacifique, et cela va permettre à quasiment toutes les puissances, en tout cas celles qui ont des ambitions au niveau international, de se positionner et d'apporter leur propre définition de leur stratégie indo-pacifique ou de leur volonté de s'investir dans cette région. Et on a vu successivement à la fois des acteurs régionaux et puis plus tard des acteurs internationaux montrer un intérêt très fort pour cette zone. Alors ça commence effectivement par le régional, hein. Ce sont deux pays d'Asie-Pacifique, on va les qualifier ainsi par simplification, le Japon et l'Australie, qui d'une certaine manière se disputent un petit peu la paternité du terme Indo-Pacifique, hein. On le voit apparaître dans des documents à la fois à Tokyo et à Canberra, et il est tout à fait intéressant que d'un côté comme de l'autre, eh bien, cela va aller en accompagnement d'une redéfinition de la participation de ces pays à des questions à la fois sécuritaires, économiques, mais aussi culturelles à échelle continentale. On sait par exemple en Australie que depuis la fin des années 2000 a été lancé ce vaste débat sociétal, je dirais, sur la question de savoir si l'Australie est une puissance asiatique. Et on va trouver côté japonais également une volonté, sans doute pour répondre à l'affirmation de puissance chinoise et aux inquiétudes que cela va soulever à Tokyo. On va essayer également de renforcer les liens avec des pays asiatiques, je pense à l'Asie du Sud-Est en particulier. Et donc va émerger l'idée de la définition d'un espace qui va évidemment là aussi avoir ses limites géographiques, je dirais, très différentes d'un pays à l'autre. On va voir d'autres pays rapidement entrer dans la danse, je pense à l'Inde, qui va sans doute y trouver un intérêt stratégique direct, qui est tout simplement de s'inviter dans un espace qui ne se limiterait plus à l'océan Indien. On sait que dans les années 2000, l'Inde a beaucoup réfléchi à sa politique à la fois au niveau régional, donc autour de cet océan qui porte son nom, mais qui ne lui a pas. Et puis, on a ensuite lancé cette fameuse Look East Policy, hein, visant à accroître la participation de l'Inde dans les affaires sud-est asiatiques notamment, avec en particulier des investissements importants et puis une volonté aussi d'exister à la fois diplomatiquement et stratégiquement. On a vu les pays d'Asie du Sud-Est, et je pense qu'Éric pourra y revenir, hein, s'intéresser aussi beaucoup à une certaine forme d'élargissement de leur espace régional et de voir dans quelle mesure la centralité de l'ASEAN est désormais justifiée. Donc on pense ici à Singapour, on pense à l'Indonésie, peut-être aussi plus près de nous. Et puis, on a vu progressivement
des puissances qu'on qualifiera d'extérieures, mais elles ne le sont pas tant que cela, s'intéresser à cette zone. On va bien sûr mentionner le cas de la France. Rappelons que nous avons près de 2 millions de compatriotes qui vivent dans cet espace Indo-Pacifique. Donc, nous sommes une puissance de la région, d'une certaine manière. Nous avons aussi une ZEE qui justifie notre présence dans la zone et notre intérêt pour la zone. L'Union européenne a elle-même formulé sa propre stratégie Indo-Pacifique. C'était en septembre dernier, dont les contours restent flous, mais malgré tout, Bruxelles s'est positionnée sur cet enjeu. Plusieurs pays européens, je pense au Portugal, je pense aux Pays-Bas, qui ont des liens historiques forts avec la région et notamment l'Asie du Sud-Est, ont également montré un intérêt très fort pour cette zone. Le Royaume-Uni, on en reparlera avec AUKUS, et puis bien sûr les États-Unis. Alors, dans le cas des États-Unis, il faut préciser que le terme Indo-Pacifique arrive très tard dans cette identification. Ce n'est que sous l'administration Trump, en 2017, suite d'ailleurs à une rencontre avec des officiels japonais, que pour la première fois, on va officialiser cette stratégie d'Indo-Pacifique ouvert et libre, comme le disait Marianne, donc cette volonté effectivement notamment de mettre l'accent sur la liberté de circulation, et en particulier dans cet espace maritime. Mais pour autant, il serait évidemment naïf de considérer que les États-Unis ne commencent à s'intéresser à cette région que sous l'administration Trump. Et on a vu notamment sous l'administration Obama précédente la stratégie dite du pivot vers l'Asie, qui à bien des égards ressemble beaucoup à cette volonté pour Washington de se repositionner dans cette région. Et c'est là qu'on va voir aussi des différences qui me semblent importantes à pointer du doigt, c'est-à-dire qu'il y a des limites géographiques qui ne sont pas les mêmes forcément d'un pays à l'autre. Ça s'explique par les capacités d'intervention militaire, si on parle de sécurité. Ça s'explique aussi par les enjeux économiques ou les enjeux culturels. Donc chacun, bien évidemment, va donner ses propres frontières. Mais on va voir aussi des différences majeures dans, je dirais, l'approche thématique de l'Indo-Pacifique. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et que signifie une stratégie Indo-Pacifique? Et on voit là, notamment dans le cas américain, l'accent qui va être mis sur la volonté de contrer les ambitions chinoises. Donc la stratégie Indo-Pacifique, c'est d'une certaine manière une stratégie anti-chinoise, de positionnement ou de repositionnement face à la Chine. On va retrouver un peu le même caractère dans des pays de la région, je pense au Japon, mais par exemple, la stratégie européenne ou française n'a a priori pas la même finalité. L'objectif n'est pas de désigner un adversaire et de se positionner face à cet adversaire. On est dans quelque chose qui nous invite davantage à réfléchir à ce que nous pouvons y apporter, ce que nous pouvons y gagner. Et donc, nous sommes dans une approche qui, dans ses thématiques et dans sa finalité, va être très différente de celle des États-Unis. Un petit mot pour terminer, peut-être sur le cas de la Russie, dont on parle beaucoup ces derniers jours en termes d'affirmation de puissance. La Russie n'a pas à ce jour de stratégie indo-pacifique à proprement parler, mais rappelons cependant que de par ses territoires dans l'Extrême-Orient, la Russie peut prétendre à une véritable présence dans la zone, et elle le fait depuis maintenant plusieurs années, notamment en participant à un certain nombre de rencontres, et y compris d'ailleurs des exercices stratégiques. Je pense à Komodo en Indonésie. La Russie va se positionner sur ce type de forum sur des questions stratégiques et sécuritaires. Et puis, on imagine bien évidemment aussi que du côté de Moscou, on n'est pas indifférent à ces agitations qui vont mettre en scène les principales grandes puissances mondiales contemporaines. Donc, c'est un phénomène qu'on va qualifier de mondial. Et puis, on regarde la carte, on voit bien que l'Indo-Pacifique, de toute façon, c'est au moins la moitié du monde. Et donc, cela le justifie. Merci beaucoup. Donc, on voit évidemment que ce sujet devient un enjeu géopolitique absolument central et pas seulement lié à la région Asie, bien au contraire, tu viens de le démontrer parfaitement. Et j'aimerais qu'on revienne dans la région asiatique et tout particulièrement à une association dite des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, parce que c'est une organisation multilatérale régionale. Et j'aimerais savoir, Eric, la façon dont les membres de l'ASEAN perçoivent ce nouveau concept, même si, encore une fois, les compréhensions, on vient de l'entendre, en sont très diversifiées, mais comment cela peut éventuellement
induire de nouvelles initiatives de l'ASEAN, articulées ou non, c'est la question, avec ce concept d'Indo-Pacifique? À mon tour, bonjour à toutes et à tous et merci Didier pour ta question. Alors, il a été évoqué à 2 reprises, par Marianne et Barthélemy, la centralité de l'ASEAN et c'est vrai que la centralité de l'ASEAN est un vieux rêve pour cette association qui, depuis 30 ou 40 ans, se rêve donc en lieu central, en Asie-Pacifique, mais c'est un rêve qui n'a jamais pu véritablement être mis en œuvre puisque c'était un concept qui était basé autour de l'Asie-Pacifique et comme son nom l'indique, le Pacifique, enfin du moins le rêve de centralité était autour de l'Asie-Pacifique et malheureusement l'ASEAN est en périphérie de l'océan Pacifique d'une certaine façon, y compris sur le plan géographique d'ailleurs. Mais le gros avantage de ce concept Indo-Pacifique, c'est qu'il rééquilibre en faveur de la centralité de l'ASEAN, il rééquilibre donc l'ASEAN qui devient de nouveau un centre de gravité intéressant, puisque l'ASEAN se situe très précisément entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, comme l'a bien rappelé Marianne en préambule. Et au moins sur le plan géographique, l'ASEAN se retrouve, grâce à ce concept, donc bel et bien au centre et retrouve donc cette centralité dont elle rêve depuis très longtemps. Mais cette centralité, elle est partielle, elle est géographique, mais elle n'est pas encore géopolitique. Cela dit, il faut nuancer un peu ces choses puisqu'on se rend compte que les choses changent très rapidement et la centralité de l'ASEAN est renforcée par différents événements et qu'on peut citer rapidement ici. Alors tout d'abord, ce qui est remarquable quand on s'intéresse à l'Indo-Pacifique, c'est qu'on voit la capacité d'absorption des différentes visions apportées par les différents pays par l'ASEAN. Et l'ASEAN, d'une certaine façon, ne bronche pas et accepte et encaisse d'une certaine façon toutes ces visions qui ont été évoquées, bien sûr très rapidement à la fois par Marianne et par Barthélemy, mais l'ASEAN finalement les absorbe toutes. Et elle s'est même proposée, elle a même d'ailleurs produit un papier, du moins pas une stratégie indo-pacifique, mais ce qu'elle appelle une perspective, ou du moins des perspectives au pluriel de l'Indo-Pacifique, dont la dernière version est sortie en 2021 et qui est intéressante puisque ce n'est pas une stratégie, c'est même pas un cadre détaillé, c'est juste une feuille de route qui tient sur 5 pages, donc qui est en quantité très inférieure à ce qu'ont produit la plupart des pays, notamment la France. Et c'est une vision de l'Indo-Pacifique qui a d'ailleurs été très critiquée par les observateurs en dehors de la zone de l'Asie-Pacifique, puisqu'ils attendaient de l'ASEAN qu'elle se saisisse en fait de ces différents concepts et qu'elle en fasse une synthèse d'une certaine façon, et c'est ce qu'elle n'a pas fait. Et elle ne l'a pas fait puisqu'il faut bien comprendre le mode de fonctionnement de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est un mode de fonctionnement plein de souplesse, de coopération, de non-ingérence et surtout de neutralité entre la Chine et les États-Unis. Mais ce qui est intéressant autour de ce concept d'Indo-Pacifique, c'est qu'on voit que l'ASEAN est soumise à une campagne de courtisanerie absolument incroyable. Actuellement, tout le monde s'y intéresse, tout le monde va rencontrer des pays de l'Asie du Sud-Est. On peut citer par exemple la dernière visite d'Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, qui a fait une petite tournée dernièrement, qui a été donc à Jakarta et à Kuala Lumpur, et qui a bien rappelé que l'ASEAN était absolument indispensable aux États-Unis. Il y a une tournée de Joe Biden qui se programme pour 2022 et donc là, on comprend bien que les Américains ont envoyé un message très clair aux pays de l'Asie du Sud-Est, c'est que les États-Unis vont sans doute renforcer et travailler pour renforcer la centralité de l'ASEAN autour de ce concept d'Indo-Pacifique. Ensuite, souvenez-vous, lors du sommet de G7, on a vu les pays du G7 qui, là aussi, ont fait une danse du ventre en direction des pays de l'Asie du Sud-Est, puisque c'est la première fois que les pays de l'ASEAN ou l'ASEAN a été invité officiellement donc à un sommet du G7. Et on voit bien que la totalité des membres du G7 ont bien l'intention d'améliorer leurs relations avec les pays de l'ASEAN. C'est d'ailleurs c'est un projet qui va servir de toute façon leur objectif géopolitique respectif. Et pour terminer, la centralité en fait de l'ASEAN, grâce à ce concept d'Indo-Pacifique, va se retrouver sans doute renforcée puisqu'on voit bien que l'escalade de tensions dans la région va sans doute nécessiter la mise en place d'une plateforme de dialogue. L'ASEAN a, je dirais, un grand savoir-faire dans ce domaine et on voit bien que l'ASEAN peut être intéressante pour toutes ces grandes puissances dans cette région pour éviter un point de basculement. Et là encore, on voit bien que cette centralité va se renforcer. Et d'ailleurs, c'est un projet qui est soutenu notamment par l'Australie. L'Australie pousse beaucoup pour la centralité donc, de l'ASEAN dans cette région. Merci beaucoup. Alors évidemment,
quand on pense à la région, il y a un pays, il a déjà été évoqué très rapidement à plusieurs reprises, c'est la Chine. Comment la Chine, qui apparaît comme la puissance s'imposant définitivement dans les rapports de force géopolitique, réagit-elle, si elle réagit, et en quels termes? Donc Barthélemy, peut-être tu peux un peu nous décliner ces réflexions concernant le pays important de la région, enfin qui apparaît le plus important en tout cas à ce stade. Oui, volontiers, cher Didier. C'est vrai qu'on a assez peu parlé de la Chine jusqu'à présent, puisque officiellement, la Chine n'a pas de stratégie indo-pacifique. Enfin, il n'y a pas, les différents pays que nous avons mentionnés, de stratégie chinoise de l'Indo-Pacifique. Cependant, soyons clairs, de facto, la Chine a une stratégie indo-pacifique et elle n'a pas attendu que le terme soit inauguré pour s'intéresser à cette région. On le retrouve notamment dans la modernisation et l'augmentation des forces navales chinoises, un phénomène qui voit le jour au début des années 1980 et qui, au cours des 2 dernières décennies et surtout de la dernière décennie, devient un enjeu sécuritaire majeur pour cet ensemble. On va le retrouver avec les partenariats que la Chine va chercher à mettre en place, alors avec des résultats parfois timides. D'ailleurs, il y a beaucoup de résistance ou d'inquiétude face à cette affirmation de puissance chinoise. Donc, on ne va pas finalement réussir à rallier un très, très grand nombre d'acteurs. Mais on peut, par exemple, mentionner ce que les Indiens appelaient déjà dans les années 2000 le collier de perles. Et donc, cette pour Pékin de s'appuyer sur un réseau de partenaires de base et d'installations portuaires, surtout dans l'océan Indien, pour pouvoir sécuriser ces voies d'accès dans une stratégie qui est, je dirais, directement inspirée de l'américain Alfred Mahan. On est vraiment dans cette vision de la sécurisation des voies d'accès. On va trouver le même type d'initiative en Asie du Sud-Est, mais avec de très, très grandes limites, puisqu'on a parlé tout à l'heure rapidement de la mer de Chine méridionale. Eh bien, comme on le sait, la Chine étant différent avec plusieurs pays de l'ASEAN dans cette zone. Donc, ça ne se passe pas très, très bien, on va dire. Donc, clairement, la Chine va avancer stratégiquement une stratégie qui est sa propre stratégie d'Indo-Pacifique. On va le retrouver aussi dans le volet économique et associé au développement. Et on ne peut pas comprendre l'Indo-Pacifique chinois, si on va l'appeler ainsi, sans faire référence à ces nouvelles routes de la soie, cette Belt and Road Initiative qui est initiée en 2013 et qui s'appuie sur de très importants investissements chinois dans une multitude de régions. Il se trouve que les régions les plus directement concernées sont précisément dans cet espace Indo-Pacifique, et notamment l'Asie du Sud-Est. Et on voit là aussi, et d'ailleurs on a vu récemment un certain nombre d'avancées, je pense à ce corridor sud avec ce train à grande vitesse désormais au Laos, les perspectives en Thaïlande, Malaisie, puis Singapour ensuite. On voit que la Chine continue également d'avancer ses pions dans ce domaine. La Chine est aujourd'hui, par exemple, le principal partenaire économique et commercial de tous les pays de l'ASEAN. Donc là aussi, on peut considérer que c'est une priorité. On va retrouver le même volet sur l'exploitation des ressources. On sait à quel point les ressources deviennent un enjeu majeur des relations internationales et des rivalités de puissance. Et la Chine va, au cours des dernières années, s'intéresser de plus en plus aux ressources d'États insulaires dans le Pacifique Sud. Et d'ailleurs, ça va concerner aussi les territoires français, je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on va se retrouver là aussi avec la Chine qui va progressivement avancer ses pions. Et cela, bien évidemment, répond à une stratégie qui va être celle de Pékin. Donc, soyons clairs, la Chine a une stratégie indo-pacifique. On pourrait y ajouter une multitude d'autres volets. Je pense au culturel, notamment avec les instituts Confucius qui vont se développer dans quasiment l'intégralité des pays de la zone. Mais ce qui est certain, c'est que la Chine voit avec à la fois une certaine inquiétude et puis un certain attentisme le positionnement des autres puissances, et selon, je dirais, la nature de ces positionnements, la Chine va se montrer plus ou moins réactive. Donc, quand l'Union européenne ou la France met en avant la volonté de s'impliquer davantage dans cette région, la Chine ne va pas réagir de manière, je dirais, négative. On va simplement y voir un jeu traditionnel de compétition sur des terrains économiques, de volonté d'asseoir des souverainetés nationales, et cela, la Chine l'entend. En revanche, la Chine réagit de manière beaucoup plus agressive quand elle se sent prise pour cible.
Et c'est le cas notamment de la stratégie américaine avec AUKUS en particulier, qui a cette particularité et qui sans doute fait cette erreur. Je pense que c'est à titre personnel une erreur stratégique de cibler la Chine comme l'adversaire potentiel, comme l'ennemi. Une bonne stratégie ne désigne pas d'ennemi. Or, c'est le cas d'AUKUS. Et évidemment, on a vu depuis l'annonce de ce nouveau dispositif, donc depuis septembre dernier, la Chine réagir vivement et puis d'une certaine manière se victimiser, montrer qu'on cherche à unir un certain nombre de forces contre elle, on cherche à essayer de rassembler un certain nombre de pays de la région contre elle, et cela évidemment va pousser Pékin à réagir très très différemment. Un dernier point enfin qui me semble important, c'est qu'il y a effectivement d'un côté la stratégie chinoise en tant que telle, aux contours qui eux-mêmes d'ailleurs sont mal définis, ne connaît pas finalement très bien les ambitions et les souhaits de Pékin dans la zone, sinon de renforcer sa puissance et peut-être d'être une forme de nouvel hégémon asiatique. C'est peut-être le rêve chinois que Xi Jinping nous annonce depuis maintenant plusieurs années. On voit aussi la Chine avancer dans une multitude de mécanismes qui sont, eux, multilatéraux. Je pense notamment au fameux RCEP, le Regional Comprehensive Economic Partnership, qui voit le jour il y a un peu plus d'un an et qui a cette particularité de réunir les 10 pays de l'ASEAN, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc 15 pays au total, tous dans cette zone Indo-Pacifique, qui représentent à peu près un tiers de l'économie mondiale et environ la même chose en termes de population. Et donc on voit bien que la Chine ne se contente pas d'avancer seule et de manière unilatérale, elle le fait aussi intelligemment en s'appuyant sur des mécanismes qui sont extrêmement inclusifs pour le coup. Donc oui, l'Indo-Pacifique chinois, il peut aussi être à sa manière inclusif. Merci beaucoup. Tu viens d'évoquer AUKUS et j'aimerais qu'on décline un petit peu sur cet aspect parce qu'évidemment, ça fait partie intégrante des enjeux et des défis sécuritaires dans la région. Et en outre, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup de commentaires, beaucoup d'encre dans notre pays, la France, au mois de septembre dernier, au moment où cette alliance militaire, regroupant l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, se sont regroupés. Donc, Marianne, est-ce que tu pourrais déjà nous décrypter la signification d'AUKUS et les conséquences stratégiques que cela peut potentiellement revêtir, puisque comme Barthélemy vient de le rappeler, il est toujours de mauvaise méthode que de cibler très précisément son adversaire. Et là, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que la cible d'AUKUS, enfin la cible politique en tout cas, c'est bien la Chine. Effectivement, Didier, il y a vraiment un tournant dans les définitions indo-pacifiques des uns et des autres avec l'AUKUS, puisque là, très précisément, je dirais que la vision de l'Indo-Pacifique se rétrécit et on est dans une séquence de contraction idéologique qui fait qu'un débat assez tranché se met en place, un débat un peu binaire autour des politiques chinoises des uns et des autres, avec ce partenariat d'un style nouveau, un partenariat à dominante militaire et technologique. Et c'est vrai que dans cette logique et dans ce rapport de force qui est en train de se concrétiser avec la mise en place de cet accord entre donc trois puissances, comme vient de le rappeler Barthélemy, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, on a finalement un discours qui est beaucoup plus difficile à formuler, qui est le discours porté par la France, par l'Inde, mais aussi que cherche d'une certaine façon à préserver le Japon, et qui est un discours, on va dire, plus inclusif, un discours où les coopérations avec la Chine restent envisageables sur quelques projets. Je pense à la construction d'infrastructures de qualité, où le Japon a essayé de ménager une participation chinoise.
Et c'est vrai qu'avec AUKUS, on retourne à une forme ou à une constitution de front, un front militaire et technologique qui cherche à additionner un certain nombre de capacités, qui cherche à en fournir très nettement dans le cas de l'Australie. On a beaucoup parlé du contrat sous-marin et de ce choix de construction de sous-marins à propulsion nucléaire, donc qui suppose des capacités supérieures en termes de projection de puissance, en termes de capacité tout simplement en termes de prolongement de patrouille. Et donc, on se dit que dans ce cadre, dans cette vision, on a une balance de force qui essaye de se rééquilibrer, que quelque part les États-Unis sont en train de mettre en ordre de bataille un certain nombre de capacités de partenariat, et on fait le choix avec AUKUS d'un partenariat élitiste avec une dominante anglo-saxonne qui n'aura échappé à personne et bien évidemment pas à la France, avec une exclusivité dans la définition du partenariat. On a beaucoup parlé de la mise en avant de construction de capacités dans le domaine de technologie à haute valeur ajoutée, dans le cyber, dans l'intelligence artificielle. On a aussi parlé des capacités en termes de missiles qui pourraient équiper donc, ces sous-marins. Donc on voit que finalement, les États-Unis sont en train, avec AUKUS, de restructurer un front ou de se réinvestir très clairement dans une dimension militaire. Et c'est vrai que Joe Biden avait quelque part déjà ébauché une forme de reprise en main des formats et des partenariats, des alliances et comment dire, des relations et des coopérations de défense que les États-Unis ont pu développer dans l'ensemble de l'Asie. Et avec AUKUS, c'est vrai qu'il y a cet aspect dérangeant qui vise à superposer un nouveau style de partenariat assez élitiste par rapport au reste des partenaires. Je pense que le Japon s'est quand même posé des questions sur ce choix de l'Australie, la Corée du Sud également. Et donc, la constitution de ce front à dominante, ce front assez offensif, à dominante militaire et industrielle, a pu sembler assez dérangeant. J'y ajouterais une perception qui est peut-être personnelle. Moi, j'ai quand même le sentiment de l'affichage d'une forme de vulnérabilité. Si on est finalement face à une puissance chinoise et à une puissance militaire, hein, dont Barthélemy a rappelé la dimension navale qui est devenue de plus en plus visible dans les théâtres indo-pacifiques parce que les incidents, les revendications sur les frontières maritimes ont pris une forme de dureté très frontale dans certains cas. On assiste vraiment à des éperonnages, à un surinvestissement et un ensemble d'actions assez unilatérales de la Chine pour affirmer ses revendications. Hein. Je pense à la construction ou au renforcement d'îles artificielles en mer de Chine du Sud. Je pense à ces techniques d'incursion systématique dans le territoire, dans les eaux territoriales japonaises en mer de l'Est, autour des îlots Senkaku. Donc, on voit des points de fixation à dominante maritime et on voit une marine américaine et la plupart de ses partenaires qui sont peut-être un peu dépassés par les réponses à apporter et qui, dans l'absolu, procèdent à un empilement, à une réaffirmation de capacités pour rééquilibrer un ordre de bataille et envoyer un message concernant les capacités. Parce que finalement, on arrive peut-être dans une fenêtre de vulnérabilité. Et là, je vous renvoie à certains rapports du Pentagone, à certaines auditions des hautes autorités militaires américaines devant le Sénat, où effectivement il y a des discours un peu alarmistes sur une nouvelle forme de vulnérabilité qui paraît s'ouvrir entre
les capacités américaines et les capacités des alliés, puisque vous avez effectivement tout un réseau et des partenariats et des alliés, ce que la Chine n'a pas. Effectivement, malgré cela, on a le sentiment d'un espèce de recul de l'influence, mais surtout d'un recul et d'une vulnérabilité particulière des États-Unis. Et à mon sens, c'est aussi ce que signifie AUKUS. Allez, une dernière question dans cette première vague, puisque pour nos amis connectés, il y en a beaucoup qui apparaissent, et je les en remercie. C'est une question qui taraude le non-spécialiste de la région, en l'occurrence moi-même. Eric, est-ce que l'on doit comprendre ce concept d'Indo-Pacifique et en fonction de ce qui vient de nous être expliqué, d'un point de vue prioritairement ou essentiellement sécuritaire et militaire, ou d'autres aspects sont-ils aussi importants? Oui, alors c'est vrai que depuis le début, on a beaucoup parlé de la recomposition des alliances, donc en Indo-Pacifique, mais il est vrai que l'Indo-Pacifique, quand on lit du moins les différentes stratégies qui ont été produites par les différents pays, les questions de sécurité et de défense donc, sont très présentes, hein, bien sûr. On a parlé longuement de l'AUKUS, du Quad plus, hein, qui serait donc un élargissement. Mais il y a quand même d'autres secteurs hein, et d'autres aspects qui sont concernés par ces différentes stratégies. Alors, ça a été évoqué au tout début, bien sûr, il y a le maintien de la paix et la liberté de navigation maritime et aérienne, qui est très importante, hein, qui est tout en haut de la liste, généralement, d'un certain nombre de pays dans cette région. On est en pleine période de Covid, donc c'est vrai que la santé est un aspect aussi très important en Indo-Pacifique aujourd'hui. Ça va sans doute être un domaine phare de coopération en Indo-Pacifique dans l'avenir. On va sans doute coopérer sur la transmission des brevets de fabrication, sur la création de centres de production vaccinale, sans doute dans un certain nombre de pays. Il y a déjà notamment en Asie du Sud-Est des pays qui ont été identifiés là-dessus. La grosse question, de mon point de vue, en 2022, ça va être de remettre les économies sur pied. Et ce sera, de mon point de vue, le gros dossier 2022 et sans doute 2023 en Indo-Pacifique. Et là, les grands acteurs de l'Indo-Pacifique, États-Unis, Chine, Union européenne, vont être jugés hein, sur leur stratégie en Indo-Pacifique, sur cette dimension, sur leur façon à mettre en place des efforts visant à soutenir la reprise économique des différents pays de la région. Et je pense que les États-Unis vont être particulièrement scrutés sur cet aspect, puisque en plus les États-Unis préparent, hein, vont sans doute publier en 2022 un cadre économique indo-pacifique. Donc pour l'instant, on ne connaît aucun élément. Et on peut s'interroger, puisqu'on connaît et on sait en parallèle qu'il y a aussi les élections de mi-mandat aux États-Unis qui font en sorte que la marge de manœuvre de Joe Biden est extrêmement réduite. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à des promesses sur le plan économique qui seront formidables en Indo-Pacifique. Il y a aussi d'autres aspects qui sont liés d'ailleurs à l'économique, hein, bien sûr, en Indo-Pacifique. C'est tous les investissements, toutes les coopérations qui sont mises en place sur les nouvelles technologies, sur l'innovation, sur le développement de l'économie numérique, l'économie verte, mettre en place des systèmes d'optimisation de résilience face au changement climatique. Ce sont des choses qui ont été en partie évoquées par Marianne, des investissements importants sur ce qu'on appelle les stratégies de la 4e révolution industrielle. Hein. La plupart des pays en Asie du Sud-Est sont concernés, donc la transformation numérique des sociétés, hein, dont on voit bien durant la pandémie de la Covid-19, on subit quand même une grande accélération de cette transformation numérique. Bref, l'Indo-Pacifique concerne bien sûr la sécurité et la défense, concerne l'économique, concerne les questions d'environnement, mais globalement, l'Indo-Pacifique, c'est la mise en place d'une résilience économique, politique, énergétique, environnementale. Donc il y a bien d'autres aspects qui sont présents dans l'Indo-Pacifique, mais ils ne sont pas pour l'instant extrêmement prégnants. Je pense que tous les spécialistes de cette région attendent quand même des avancées un peu plus importantes dans ces domaines, qu'on parle un peu plus d'économique, un peu plus de politique, un peu plus d'environnement et peut-être un petit peu moins de sécurité et de défense. Merci beaucoup. Alors, j'ai de nombreuses questions sous les yeux, vous devez les avoir aussi. Il y a tout d'abord une première série de questions, alors qui est, à mon avis, liée à l'actualité immédiate, qui concerne la Russie. Et l'idée qui revient dans plusieurs de ces questions, c'est est-ce que les tensions actuelles avec la Russie vont-elles diluer l'attention des États-Unis par rapport à la région Indo-Pacifique? Qui veut répondre? Barthélemy, peut-être? En dire un petit mot très très rapidement et Maria Oui. peut-être pourra compléter. C'est évidemment difficile comment dire, d'avoir
une vue d'ensemble sur une espèce de redistribution des cartes comme ça à échelle internationale. Ce qui est certain cependant, c'est que la stratégie du pivot de Barack Obama, donc qui est d'une certaine manière à l'origine un petit peu de ce que l'on voit à l'heure actuelle, avait déjà pour objectif non seulement de se réapproprier cet espace dans lequel les États-Unis se sentaient un petit peu moins présents, mais aussi de sortir d'autres zones qui étaient peut-être un petit peu trop obsédantes pour Washington. C'est le cas du Moyen-Orient, hein, cher Didier, donc une zone que tu connais particulièrement bien. Et puis, on avait vu également que l'administration Obama s'était montrée moins présente sur la scène européenne à cette époque. Et donc, de facto, on avait assisté à une sorte de mouvement en direction d'une région identifiée comme potentiellement prioritaire. Et puis, après, on est rattrapé par l'actualité, on est rattrapé par un certain nombre d'enjeux. Donc, la question sur la rivalité actuelle avec Moscou et sur la crise ukrainienne en particulier, c'est de savoir s'il s'agit d'un contretemps pour Washington et donc quelque chose dont on se serait passé d'une certaine manière pour pouvoir justement se consacrer à l'Indo-Pacifique, cet espace étant la priorité, ou s'il s'agit tout simplement d'un test permettant de voir si les États-Unis sont encore capables d'être sur tous les fronts. C'est quand même la particularité de cette grande puissance depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que les États-Unis sont encore aujourd'hui capables d'être en première ligne sur l'Indo-Pacifique et en même temps sur les questions de sécurité en Europe? Donc, ça va être très intéressant de voir effectivement quel impact ça peut avoir sur cette Indo-Pacifique à l'américaine. Mais encore une fois, et je pense que ce que Eric disait tout à l'heure est tout à fait intéressant, on voit bien que l'Indo-Pacifique ne doit pas se limiter, en tout cas pour les acteurs régionaux en particulier, à des questions sécuritaires et stratégiques. C'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus important. Si on prend simplement l'exemple des questions environnementales, on voit que la plupart des États insulaires qui sont directement concernés par les conséquences du réchauffement climatique et l'élévation du niveau des eaux se trouvent précisément dans cette zone. Et donc, on voit bien par cet exemple-là, et il est parmi tant d'autres, qu'on a là des questions, des enjeux qui sont autrement plus importants, enfin d'autres déclinaisons de la sécurité qui sont plus importantes que ces rapports de force, que ces compétitions de puissance que l'on voit actuellement se mettre à l'œuvre. Mais effectivement, les États-Unis sont face à un test de crédibilité d'une certaine manière, à la fois dans leur capacité à gérer tous les problèmes et puis à apporter des solutions dans certaines zones, et notamment l'Indo-Pacifique. J'ai une question pour toi, Marianne, probablement, mais Eric ou Barthélemy peuvent bien sûr y apporter aussi des éléments de réponse. C'est la règle du jeu pour ce soir. Mais c'est une question qui est centrée sur l'importance du concept et des réalités de l'Indo-Pacifique pour l'Union européenne et pour la France. Alors, je pense à toi, Marianne, parce que j'ai lu tout récemment un papier que tu as commis sur la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne. Donc, je pense que tu as beaucoup d'éléments de réponse. Pour autant, n'abuse pas du temps de parole. Moi, je vais être brève, mais ce qui est intéressant, effectivement, dans cette vision européenne, c'est qu'au fond, la France pourrait en fait avoir trois stratégies à mettre en place vis-à-vis de l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire que la spécificité française, quand elle a conçu, mis en forme le concept, c'est que le ministère de la Défense en fait, a précédé le travail des diplomates, puisqu'il y avait déjà une stratégie de défense de l'Indo-Pacifique, un document qui d'ailleurs avait été présenté au Shangri-La Dialogue à Singapour par la ministre des Armées, Madame Parly. Ensuite, c'est vrai que bien sûr, il y a ce livre blanc qui a été publié très récemment par le ministère, par nos diplomates, par le ministère des Affaires étrangères, et qui insiste beaucoup plus sur les partenariats, sur les normes et sur cette vision multilatérale et non
confrontationnelle que la France souhaite porter en Indo-Pacifique. Et il y a effectivement ce document, cette stratégie pour la coopération, et le titre est quand même très important, pour la coopération en Indo-Pacifique, donc qu'a publié en septembre dernier l'Union européenne, où on trouve, et c'est assez normal, des accents très très français et une forme de continuité dans ce rappel ou ce souci de rester ouvert et d'avoir en fin de compte une attitude très coopérative, d'insister sur les partenariats, d'insister sur l'intégration régionale et de renforcer plusieurs capacités de la région dans son ensemble. Et je fais écho à ce qu'a développé Eric et au terme de résilience. Et c'est vrai que dans cette approche multidimensionnelle de l'Indo-Pacifique, qu'ont à la fois la France et l'Union européenne, il y a tout un ensemble de secteurs. Il y a renforcé les capacités dans le domaine sanitaire, renforcer la connectivité avec un plan spécifique Global Gateway, parce que la connectivité, c'est à la fois les transports, c'est à la fois les infrastructures de communication, et on a vu les dimensions de l'Indo-Pacifique et on a vu la difficulté qu'il y a à se projeter d'un théâtre à un autre. Donc, on imagine qu'effectivement, les communications, c'est un élément extrêmement important. Les transports également, aider à la stabilisation économique de la zone, c'est une priorité. Donc, on voit ces dimensions en écho se retrouver à la fois dans le souci français de renforcer une architecture et une intégration régionale auprès de l'ASEAN, effectivement, qui, au même titre que pour l'Union européenne, est quand même une association qui est particulièrement importante parce que historiquement, c'est vrai, la France a su établir très tôt des liens avec l'ASEAN, mais aussi avec la Commission de l'océan Indien, avec le Forum des îles du Pacifique. Il y a toute une architecture régionale avec des préoccupations politiques, économiques, culturelles, et il y a une communauté indo-pacifique. Et je pense que la France, comme l'Union européenne, s'adresse à cette communauté et veut montrer qu'elle est capable de mettre en place tout un ensemble de plans de développement et d'investissement, contrairement d'ailleurs, il faut le dire en creux, à la démarche chinoise qui procède plutôt par prêt. Il y a là aussi quand même le souci d'offrir, je dirais, un modèle alternatif au modèle chinois, qui soit un modèle ouvert à tout un ensemble de coopération, mais un modèle qui procède sur des investissements et non pas des prêts pour éviter ce piège de la dette qui a été quand même un argument énormément développé par un certain nombre de puissances indo-pacifiques par rapport à l'approche développée par la Chine au sein de la Belt and Road Initiative. Voilà. Je n'ai pas été trop longue, Didier? Absolument pas. Vous êtes d'une discipline remarquable, tous les trois. C'est formidable. Excellent. Eric, il y a une question qui insiste sur le poids de la Chine au sein de l'ASEAN et qui s'interroge sur le poids des autres puissances du G7 au sein de l'ASEAN. Est-ce que tu peux nous développer un peu cet aspect? Oui, alors le poids chinois qui est sans cesse grandissant au sein de l'ASEAN est devenu un vrai problème depuis maintenant une vingtaine d'années, on va dire 15 maintenant, puisqu'en fait le poids de la Chine a pas fait encore imploser l'ASEAN, mais elle fait en sorte qu'un certain nombre de pays sont plutôt pro-chinois et d'autres sont plutôt pas opposés, puisque ça reste dans la majorité des cas, non, dans la totalité des cas, comme l'a bien rappelé Barthélemy, des partenaires commerciaux de premier plan. Mais ça fragilise énormément donc l'ASEAN, alors qui s'en sort parce qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué, il y a un mode de fonctionnement interne qui est extrêmement souple. On va pas non plus on va pas se battre au sein de l'ASEAN entre les pros et les anti-chinois. Mais donc le poids de la Chine est important dans l'ASEAN, il fragilise l'ASEAN, il fait en sorte que l'ASEAN ne prenne pas de bonnes décisions, ne prend pas de décisions sur certaines questions, décisions sur
des questions de géopolitique essentielles, comme le code de bonne conduite en mer de Chine méridionale. Ça fait maintenant quasiment une vingtaine d'années que les pays de l'Asie du Sud-Est et la Chine discutent sur cette question. Tout ça n'a pas encore été tranché, donc ça traîne. Ça traîne puisqu'on sait bien que la Chine va jouer de tout son poids sur certains pays. Alors on peut les citer, le Laos, la Birmanie, le Cambodge, qui sont des pays qui sont très pro-chinois et qui, comme l'ASEAN fonctionne par consensus et qu'il faut que la totalité des 10 pays d'Asie l'ASEAN soient d'accord pour que des décisions soient prises. Donc ça bloque un certain nombre de décisions stratégiques, notamment sur le plan géopolitique, qui pourraient être au désavantage de la Chine. Ensuite, quels peuvent être le poids des pays du G7? Alors, le Japon est un pays qui a toujours été extrêmement présent en Asie du Sud-Est. D'ailleurs, ils sont un petit peu à l'origine du développement économique et de l'émergence économique d'un certain nombre de pays de l'ASEAN à partir des années 1970. Et on voit bien que depuis quelques années, le Japon fait son grand retour en Asie du Sud-Est. Et l'image du Japon en Asie du Sud-Est est tout à fait remarquable. C'est de très loin le pays qui a la plus belle image. Marianne parlait des projets d'infrastructure, tous les projets d'infrastructure qui sont pilotés, financés par le Japon ou la Banque asiatique de développement sont des projets qui sont de très grande qualité, qui sont très appréciés. Donc, les pays du G7, il n'y a pas que la Chine, les pays du G7 sont présents, les États-Unis sont présents aussi, avec une image qui peut parfois être très positive, parfois très négative, qui peut changer très rapidement aussi. Au Vietnam, l'image sous l'administration Trump, l'image des États-Unis a été extrêmement positive au Vietnam. Mais à la toute fin de son mandat, elle s'est dilitée. Là, de nouveau, l'image est plutôt moyenne, bonne. Vous voyez, donc les choses changent très vite. Et puis, il y a d'autres pays. L'Australie est un partenaire aussi important de l'Asie du Sud-Est. On peut tous les citer. Et si on revient et on termine sur l'Union européenne, de toute façon, a annoncé qu'elle voulait coopérer ou du moins travailler davantage sur le plan économique et commercial et d'une certaine façon sur le plan idéologique avec les pays de l'Asie du Sud-Est. Et de l'autre côté, les pays de l'Asie du Sud-Est sont dans une stratégie aussi de sortir un petit peu de cette relation difficile, à la fois avec les États-Unis et à la fois avec la Chine, et sont de plus en plus ouverts à avoir des partenariats de plus en plus lointains. Et il est vrai que l'Union européenne et la France en particulier arrivent à point nommé en Asie du Sud-Est, où les pays écoutent maintenant ce que l'Union européenne a à proposer, ce qui n'était pas toujours le cas il y a encore quelques années. J'ai plusieurs questions qui ont un rapport avec ce qu'un de nos amis connectés appelle la multitude des micro-États dans la région Indo-Pacifique. Alors, un autre dit que ces possessions ultramarines donnent une légitimité à la France quant à son investissement géopolitique dans la région. Que dire du Royaume-Uni, qui possède aussi un certain nombre de territoires dans la région? Et puis, question subsidiaire, mais toujours en lien avec ces micro-États, décidément, on y revient toujours, c'est la question de la Chine qui, nous dit un de nos amis, est très agressive sur ces micro-États. Qu'en est-il de la politique des autres puissances régionales sur ces micro-États? Alors, je pense que vous pouvez répondre tous les trois, mais choisissez celui qui vous je répondrai avec plaisir parce que ayant un prisme assez maritime, c'est vrai que je regarde toujours les micro-États insulaires, que ce soit dans l'océan Indien, dans l'ouest de l'océan Indien, les Seychelles, Madagascar, Maurice, mais aussi dans le Pacifique océanien, les États mélanésiens et polynésiens. Ils sont intéressants parce qu'ils sont au cœur de l'Indo-Pacifique et ils ont une perception des menaces qui est tout à fait différente de la plupart des puissances grandes ou moyennes qui se réclament du concept d'Indo-Pacifique. C'est-à-dire que, étant donné effectivement leur position, l'accès et la sécurisation de leur domaine maritime est pour eux une priorité et on comprend qu'ils n'ont pas les moyens de protéger leurs ressources halieutiques contre la pêche illégale, de se protéger contre de multiples trafics, de se protéger en premier lieu dans l'océan Indien contre la piraterie, mais aussi et de plus en plus contre les changements climatiques et l'impact que peuvent avoir ces dérèglements sur leur vie au quotidien.
Et j'insiste sur cet aspect parce que c'est un des aspects que la France met énormément en avant, et pour cause, elle est elle aussi du fait de ses possessions insulaires, puisque en fait, ce qui est assez significatif, intéressant à souligner, c'est que la France, quand elle se pense dans l'espace Indo-Pacifique, elle se pense comme une île, hein, puisque en fait, elle est présente à travers la Réunion, elle est présente à travers Mayotte, à travers la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Wallis et Futuna. Elle est présente à travers ce chapelet d'îles, et donc elle est forcément très partie prenante de ces préoccupations de sécurité qui ne sont pas du niveau, je dirais, de tension particulière avec la Chine, ne sont pas du niveau qu'entend apparemment traiter AUKUS, mais qui sont des problématiques du quotidien liées, encore une fois, à leur capacité de résilience, à leur capacité à faire face à des phénomènes climatiques qui prennent de plus en plus d'ampleur. On l'a vu avec les Tonga très récemment. Et surtout, puisqu'il faut réintroduire un angle chinois, concernant la pêche illégale, c'est vrai que ce soit en mer de Chine du Sud ou dans le Pacifique océanien, c'est vrai que les flottes de pêche chinoises, mais aussi d'un certain nombre d'autres pays, se singularisent par cette capacité à capter la ressource halieutique de l'ensemble de ces pays qui n'ont pas les moyens de protéger leur très vaste zone économique exclusive, qui n'ont pas les moyens de dresser des contraventions, d'aller sur le terrain et de protéger toute cette économie bleue, toutes ces ressources qui proviennent de la mer. Donc, je pense que cette problématique, la France et l'Union européenne, qui dispensent énormément d'aide au développement pour mettre en place des programmes de surveillance des pêches dans le Pacifique Sud, par exemple, en sont très conscientes. Et c'est un ensemble de préoccupations que la France au quotidien, que la France entend prendre à bras-le-corps au quotidien, et pour lesquels des partenariats avec ses voisins, et je reviens sur l'Australie, sont absolument nécessaires et sont toujours d'actualité. Il y a ce phénomène AUKUS qui effectivement a entraîné un refroidissement de nos relations avec les autorités de Canberra, mais sur le terrain, quand il faut mettre en œuvre une aide à destination de Tonga, ou qu'il faut mettre en œuvre dans le cadre d'accords qui sont toujours existants, une surveillance des pêches dans le Pacifique Sud ou ailleurs, la France est tout à fait contente de pouvoir s'appuyer sur ses voisins néo-zélandais et australiens. Ça, je tenais quand même à le préciser. Est-ce que je peux ajouter juste un petit mot très rapidement à ce que Marianne vient de dire, simplement pour rappeler que la France, en tant effectivement que puissance, on va dire, n'a pas attendu cet effet de mode de l'Indo-Pacifique pour choses dans la région. Et on le voyait notamment dans le cadre du partenariat entre Paris et Canberra, hein, donc entre la France et l'Australie, dont l'objectif ne se limitait pas, bien évidemment, à la vente de sous-marins ou à des affaires commerciales. On avait quelque chose de beaucoup plus ambitieux, dont l'objectif était précisément de renforcer la sécurité dans ce Pacifique dit Sud, dans lequel on va trouver un très grand nombre de micro-États insulaires qui, comme Marianne le disait très justement, ont de multiples sujets d'inquiétude ou des impuissances face à un certain nombre de difficultés, et se rejoignent sur leur identification de la Chine comme un potentiel État prédateur. Et donc la France faisait déjà des choses, on n'a pas attendu l'Indo-Pacifique pour dire tiens, ça y est, on va commencer à s'intéresser à cette zone. Et il est à ce titre tout à fait important de rappeler le vide que laisse AUKUS dans la mesure où on remet en question l'importance de ce partenariat entre la France et l'Australie, et on s'interroge bien évidemment sur la pérennité de ce partenariat, en espérant toutefois qu'il puisse, je dirais, survivre à ce choc qu'a été AUKUS. Un petit mot sur la Nouvelle-Zélande, qui est un autre acteur majeur sur ces questions.
et qui s'est montré également assez surpris et inquiet de la création d'AUKUS. Il y a peut-être de ce côté un renforcement d'un partenariat qui aurait un effet tout à fait vertueux sur justement la gestion de ces micro-États et de ces pays qui se sentent inquiets de manière très légitime face aux poussées chinoises. Eric, tu veux préciser quelque chose sur ces micro-États ou pas? Non, bah, juste bon, c'est vrai, alors pour revenir à la question de l'environnement, effectivement, ces petits États donc, prennent de plein fouet, en fait, donc tous ces changements climatiques. Et ils sont dans une réflexion de transition écologique et ils essayent de réfléchir à la conclusion d'alliances vertes avec une multitude de partenaires pour lutter justement contre ces changements climatiques et cette dégradation de l'environnement qui s'accélère, hein, assez rapidement dans ces États. Et il est intéressant de signaler qu'il y a une alliance de ce type qui vient d'être signée en mai 2021 entre la France et le Japon pour justement travailler de concert sur ces questions en Indo-Pacifique. Et justement, les États insulaires ont été visés par la France et le Japon justement pour ces questions spécifiques. Donc, c'est une question qui sera surveillée et qui fera sûrement d'ailleurs l'objet d'un travail au sein de cet observatoire. C'est voir comment fonctionne cette coopération France-Japon sur ces questions justement d'environnement, de dégradation en Asie-Pacifique et en particulier dans le Pacifique autour de ces États insulaires. J'ai plusieurs questions, trois questions sur la nouvelle... Ah pardon, excuse-moi. Vas-y, Oui, Marianne. enfin, les États insulaires, finalement, ont tous eu des réactions inquiètes face à AUKUS, puisqu'il y a une dimension nucléaire qui pour eux est extrêmement importante, puisqu'ils ont beaucoup travaillé à travers un certain nombre de traités, notamment dans le Pacifique Sud, à faire de l'espace, de leur espace, un espace libre, libre du nucléaire. Et donc, c'est vrai que cette propulsion des sous-marins australiens qui seraient basés sur de l'uranium hautement enrichi a suscité vraiment des réactions de condamnation. On parlait de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a d'emblée condamné la signature d'AUKUS à ce motif et a bien indiqué qu'elle n'accueillerait pas les 10 sous-marins en escale dans ces ports. Et je n'oublie pas aussi de rappeler que certains pays de l'ASEAN, eux aussi, se sont montrés inquiets devant la perspective de voir des sous-marins à propulsion nucléaire naviguer dans l'espace quand même très particulier, très restreint et déjà très encombré de la mer de Chine du Sud, où là aussi la Malaisie, pour la citer, c'est beaucoup, avec l'Indonésie d'ailleurs, c'est beaucoup dépensé pour faire de cet espace de l'ASEAN une zone exempte d'armes nucléaires. Donc, je ne voudrais pas, effectivement, dans cette posture très, très particulière des États micro-insulaires et de certains États de l'ASEAN, omettre de mentionner cette dimension très, très importante de AUKUS. Eh bien, ça tombe très bien parce qu'il y avait une question qui, je cite, considérait que tu avais une pudeur condamnable quant au fait que tu ne t'exprimais pas sur la prolifération nucléaire. Tu viens d'y répondre avant même que la question soit posée. Merci à toi. Bon, plaisanterie mise à part, j'ai plusieurs questions sur la Nouvelle-Calédonie et les enjeux pour la France, puisque un de nos interlocuteurs explique que la Nouvelle-Calédonie va probablement et certainement voir l'extension de son autonomie politique dans les mois ou les années à venir, ce qui va contribuer à un affaiblissement du rôle de la France. Et une deuxième question qui est corrélative, c'est pourquoi cette question est sous-estimée en France, alors que c'est totalement stratégique. Je ne suis pas certain que ce soit sous-estimé, mais telle est la question. Donc, qui veut répondre? Alors, avec une petite précision, les amis, il est 19h40, donc faites des réponses brèves, parce qu'à 20h, nous devrons terminer, que j'en ai 2 ou 3 autres qui me paraissent aussi importantes.
Alors, si vous voulez bien, je vais y répondre de manière très, très brève, hein, puisque aucun de nous trois n'est véritablement spécialiste de la Nouvelle-Calédonie en tant que tel. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de cette question. Cependant, l'une des particularités de cet observatoire que nous lançons officiellement ce soir est que ces travaux vont s'appuyer sur un nombre important de chercheurs que nous allons identifier, et nous en avons déjà identifié un certain nombre. Précisément que sur la Nouvelle-Calédonie, nous avons un jeune chercheur, Bastien Van den Dijk, qui, depuis déjà plusieurs années, suit de près ces questions, a déjà publié un certain nombre de travaux sur les plateformes de l'IRIS et rejoint notre observatoire. Donc, voilà typiquement le genre de choses que notre observatoire va être capable de mettre en place. On a d'ailleurs discuté, pas plus tard que la semaine dernière, la possibilité de monter un séminaire sur la Nouvelle-Calédonie, puis de manière plus générale sur l'outre-mer français dans cet Indo-Pacifique. Donc on voit bien que voilà, ça fait partie des problématiques qui seront bien évidemment abordées et sur lesquelles on va revenir. Donc savoir si une autonomie renforcée est une bonne ou une mauvaise nouvelle, savoir si les conséquences du référendum se jouent simplement au niveau local ou davantage, ce sont des choses sur lesquelles nous allons effectivement revenir. De même que nous allons impliquer un certain nombre de chercheurs plutôt spécialisés sur les puissances asiatiques. Donc, il sera évidemment tout à fait bienvenu d'avoir des travaux sur les stratégies japonaises, comme on en a parlé, sud-coréennes, avec notamment le soft power sud-coréen très important en Asie du Sud-Est notamment, la Chine, bien évidemment. Hein, je pense notamment à notre collègue et ami Emmanuel Linco, qui aurait dû être avec nous ce soir, mais qui fête aujourd'hui son anniversaire. Donc, mais il fera évidemment partie de cet observatoire et il va nous apporter son expertise sur la politique extérieure chinoise. On pense également à l'espace dans l'océan Indien, où là aussi on va produire un certain nombre d'expertises. Donc voilà, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce que ce n'est pas notre expertise, mais nous allons nous efforcer, par le biais de cet observatoire, de couvrir un maximum de domaines. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question, alors je ne veux pas vous contraindre à y répondre, mais qui rentre un petit peu dans les remarques que vient de formuler Barthélémy, c'est à propos de l'Afrique. Le terme d'Afrique a été évoqué une fois et un de nos amis nous demande pourquoi l'Afrique est-elle si peu présente. Je ne sais pas si on peut y répondre dès ce soir ou si, bien sûr, ce sera l'objet de travaux ultérieurs de l'Observatoire. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire? Je pense que en fait, ce concept d'Indo-Pacifique, il a séduit un certain nombre de puissances moyennes qui avaient déjà développé des intérêts stratégiques pour la zone et qui trouvaient finalement le confort d'un nouveau concept qui leur permettait peut-être de rafraîchir leur diplomatie ou peut-être d'élargir des partenariats. L'Afrique, elle est quand même très, très présente pour le Japon et pour l'Inde quand il s'agit de l'Indo-Pacifique, et notamment parce que, évidemment, la Chine a beaucoup investi, travaille beaucoup dans la modernisation de certaines infrastructures portuaires sur la façade est de l'océan Indien. J'ai mentionné le Kenya, on peut parler de la Tanzanie. Dans une certaine mesure, la Chine est aussi très, très présente du côté du canal du Mozambique, où il y a toujours des menaces résiduelles de piraterie. Donc, je pense que l'Afrique est bien présente dans, en tout cas, un certain nombre d'actions qu'ont mis en œuvre le Japon, la France ou l'Inde et qui rentrent peut-être dans le cadre effectivement d'un rééquilibrage d'une offre indo-pacifique de ces puissances par rapport à ce que propose parallèlement la Chine qui a mis en œuvre à partir de Djibouti une politique de construction, de modernisation de ports adossés à des systèmes ferroviaires pour désenclaver certaines parties et qui effectivement est bienvenue pour tout un ensemble de pays qui se sentaient peut-être un peu oubliés. Donc il y a effectivement peut-être une réflexion à avoir, mais l'Afrique, elle est bien présente dans la vision indo-pacifique de ces trois pays que je viens
je viens de nommer. Sans doute faudrait-il, dans le cadre de partenariats que l'on pourrait mettre en œuvre à travers l'Observatoire en direction de think tanks régionaux, se rapprocher de certains think tanks africains qui réfléchissent sur cette notion d'Indo-Pacifique, qui est liée pour eux à la défense de certaines menaces ou à la mise en œuvre de leur sécurité maritime, puisque finalement la maritimité de l'espace Indo-Pacifique, elle est patente et elle est quand même au cœur de la structuration du concept. Donc chacun, encore une fois, sa vision de l'Indo-Pacifique, et sans doute que d'une certaine façon, l'Afrique, elle est partie prenante à ce débat. Vous allez avoir du travail parce qu'il est aussi évoqué les États d'Amérique du Sud qui ont une bordure pacifique et qui sont souvent peu évoqués. Et la remarque souligne le fait qu'il y a une montée en puissance d'une partie de ces États sud-américains qui bordent le Pacifique. Donc, je pense que cet observatoire va refaire le monde de fond en comble en réalité. Et c'est une bonne nouvelle. Je vais peut-être revenir, il y a deux questions sur la Corée du Nord, mais là, je pense qu'on peut véritablement répondre très rapidement. C'est-à-dire qu'on me demande quid du dossier Corée du Nord, mais peut-être ça, Barthélemy peut en 5 secondes ou 10 secondes répondre. Il y a une question importante sur le Vietnam, qui est évidemment un grand État, et peut-être Eric pourra apporter des précisions. Corée du Nord? Que dire en 5 secondes? Ça reste évidemment un nœud sécuritaire majeur. Et c'est d'ailleurs l'une des particularités de cet espace. C'est qu'on on a évoqué tout à l'heure la mer de Chine méridionale, la question taïwanaise, hein, dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est un autre nœud sécuritaire ô combien sensible. Et puis, effectivement, la Corée du Nord. Donc, il y a des perspectives en matière de développement économique, en matière de coopération. Les enjeux environnementaux, on a évoqué, les questions culturelles sont là, mais il y a aussi, effectivement, des sujets sécuritaires hautement sensibles et qui vont forcément s'inviter dans l'agenda de ces puissances qui veulent se positionner sur la région. Voilà, je ne peux pas en dire plus à ce stade. Bien sûr. Eric, sur le Vietnam, éventuellement. Le Vietnam est intéressant parce que c'est un pays qui, pendant très longtemps, a fait preuve d'une grande discrétion, notamment sur le plan géopolitique et sur le plan des ambitions, en fait, qu'elle avait sur le plan économique et sur le plan politique dans la région. Et alors qu'aujourd'hui, elle est complètement décomplexée depuis quelques années, où le Vietnam se rêve en puissance moyenne, dans un premier temps en Asie du Sud-Est et peut-être plus largement. Alors, elle multiplie bien évidemment ses partenariats dans un premier temps économique, hein. Je disais tout à l'heure que le Japon était très présent en Asie du Sud-Est. De nouveau, il est très présent au Japon. La Corée du Sud est très présente également. Mais la Chine, qui reste quand même un des investisseurs, des premiers investisseurs au Vietnam. Donc la relation d'ailleurs entre le Vietnam et la Chine est d'une grande complexité. Il ne faut pas la résumer uniquement à une compétition et à des tensions très fortes en mer de Chine méridionale. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Les relations de gouvernement à gouvernement, de parti à parti, les relations économiques et commerciales sont bien plus complexes. Et le Vietnam est bien plus proche de la Chine qu'on pourrait le croire quand on s'intéresse rapidement, en surface, au Vietnam. Donc le Vietnam est un pays aussi qui est courtisé, puisqu'on a parlé rapidement que lors du Quad+, donc ce dialogue quadrilatéral plus, qui serait éventuellement donc agrandi, et le Vietnam fait partie des pays qui est courtisé, hein. Alors avec la Corée du Sud, avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Israël et avec le Brésil. Donc ça fait un lien finalement avec ce que tu disais, Didier. L'Amérique du Sud n'est pas présente, mais dans un Quad+, le Brésil est courtisé. Donc c'est intéressant de voir que on pense aussi donc à l'Amérique du Sud, mais à travers bien sûr le Brésil. On pourrait développer bien sûr, etc. Mais voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le Vietnam, donc un pays qui se développe rapidement, qui a des ambitions géopolitiques et économiques importantes, et qui est courtisé de plus en plus et qui écoute toutes les puissances qui viennent lui parler. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura un rapprochement et que le Vietnam décidera d'intégrer le Quad+. Ça serait sans doute une mauvaise idée, vu sa proximité géographique et économique avec la Chine, mais en tout cas, elle écoute ce que les États-Unis ont à lui dire. J'ai peut-être une dernière question, remarque, et peut-être chacun d'entre vous pourra y amener quelques éléments de réponse. C'est quelqu'un qui souligne le fait que l'économie, la santé, le changement climatique,
les enjeux environnementaux sont déjà intégrés dans la politique de coopération de la France, et il demande, à l'international bien sûr, et il demande en quoi le prisme indo-pacifique est-il différent et apporte-t-elle un plus. Et je crois que si chacun d'entre vous, en 2-3 minutes, peut apporter des éléments de réponse à cette question pertinente, eh bien, nous aurons fait non pas le tour des questions, mais nous en aurons abordé un certain nombre. Alors peut-être peut-on procéder à l'inverse de ce que nous avons fait au début. Éric, je te laisse la parole, qui sera en même temps ta conclusion, temporaire, hein, temporaire. Oui, alors, ça a été dit à plusieurs reprises. C'est en fait, en réalité, l'Indo-Pacifique n'est pas un nouveau concept. C'est quelque chose qui est en fait sans cesse revisité et la France ne fait pas exception. La France, bien évidemment, est présente dans la zone depuis très longtemps. Elle a des intérêts stratégiques, économiques et multidimensionnels. Mais ma compréhension de l'Indo-Pacifique, c'est que la France, finalement, grâce à travers ce concept qu'elle s'est vraiment approprié, hein. C'est, Marianne l'a rappelé, c'est le premier pays européen qui s'est approprié ce concept en Europe. Après, il y a eu les Allemands, les Pays-Bas et maintenant le Portugal s'y intéresse également fortement. Après, il y a toute une multitude de pays, au sein de l'Union européenne qui s'y intéressent peu ou voire même pas du tout. Mais, elle s'est approprié ce concept et je pense qu'elle a trouvé à travers ce concept et cette idée, finalement, la possibilité d'affirmer et peut-être de se convaincre qu'elle est réellement une puissance, de l'Indo-Pacifique. C'est comme ça que je comprends et c'est comme ça que je vois donc, l'Indo-Pacifique à la française. Mais bien évidemment et je pense que et Marianne et Barthélémy diront la même chose que moi, il n'y a pas grand-chose de nouveau, si vous voulez, pour la France dans cette région. Il y a peut-être une accélération de certains partenariats et encore, j'en suis même pas certain. Barthélémy? Alors oui, comme l'a dit très justement Éric, il n'y a rien de révolutionnaire en soi sur la position française. Sinon, peut-être le fait que c'est un bon moyen de réaffirmer notre souveraineté nationale et notre indépendance dans notre capacité à définir une stratégie. Et donc, il me semble indispensable dans les prochaines années pour la France de rester fidèle à ces grands principes sur la scène internationale de coopération économique, culturelle, d'aide, de questions environnementales, enfin bref, tout ce que l'on voit se mettre à l'œuvre dans une multitude de situations. Il faut réaffirmer ces principes sur l'Indo-Pacifique et ne pas tomber dans l'erreur qui serait d'une forme d'alignement sur d'autres puissances, quand bien même ces puissances seraient des amis ou des pays très proches. Et donc, il est important, je pense, de cultiver cette spécificité française d'une certaine manière et de montrer dans quelle mesure elle peut apporter un certain nombre de réponses aux enjeux qui sont ceux de l'Indo-Pacifique. Et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs aussi de notre observatoire. Hein. D'abord, rappelons que l'IRIS va produire des travaux en toute indépendance sur ces questions. L'idée n'est certainement pas de défendre une ligne sur ce que doit être l'Indo-Pacifique. Et donc, nous allons être évidemment ouverts à une multitude de suggestions ou de regards permettant de comprendre ce à quoi doit ressembler notre étude, notre analyse de cette région. Mais certainement pas essayer de défendre une ligne, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la France. Elle doit rester droit dans ses bottes, d'une certaine manière, et ne surtout pas dévier de ses valeurs, de ses principes qui ont été à plusieurs reprises réaffirmés à la fois par le président de la République ou le ministre des Affaires étrangères. Marianne? Donc moi je dirais, je vais faire écho à ce que vous avez dit, Éric et Barthélémy. La France, avec ce prisme indo-pacifique, se réinstalle en fait dans un espace qui lui a été longtemps contesté, et elle se réinstalle avec un statut d'acteur à part entière et de partenaire recherché, puisque si la France développe des partenariats avec l'Inde, évidemment, en retour, l'Inde s'appuie sur les capacités françaises présentes dans la zone. C'est la même chose dans le partenariat avec le Japon, et c'était bien entendu ce que souhaitait obtenir la France dans ce partenariat au long cours construit avec l'Australie. Et donc, en étant cet acteur de l'Indo-Pacifique, eh bien, la France renforce son discours
renforce l'ancrage régional et renforce aussi les capacités de ces territoires, renforce les capacités de la Réunion à passer des accords économiques, puisqu'il y a un certain degré d'autonomie qui est octroyé à nos territoires. C'est le cas pour la Nouvelle-Calédonie, qui, sans avoir une diplomatie indépendante, peut par exemple passer des accords, notamment sur les ressources minières avec certains voisins. Et donc, c'est important pour la France d'avoir ce discours qui la réinstalle comme un acteur à part entière et qui lui permet d'ancrer davantage ces territoires et donc de faire état d'une forme de double légitimité en adoptant ce narratif indo-pacifique. Eh bien, ce sera le mot de la fin temporairement. Je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont connectés avec nous ce soir. Bien sûr, nous espérons que dans les meilleurs délais, nous pourrons réenclencher des cycles en présentiel. C'est évidemment plus agréable, mais à un moment donné, nous étions plus de 230 connectés. Donc, c'est véritablement un grand succès. Merci aussi à tous ceux ou celles qui nous ont posé des questions. Là, j'ai 47 questions. Nous n'avons pas pu toutes les aborder, mais je pense véritablement que grâce à nos 3 intervenants et 3 responsables de l'Observatoire, nous avons pu aborder nombre de questions. Il en reste beaucoup, tant mieux, ça va faire du travail pour cet observatoire. Et je souligne une chose, et en rebondissant sur ce qu'expliquait Barthélemy, fidèle aux idées, aux principes, à la philosophie générale de l'IRIS, il n'est pas question que l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique est une ligne. Je pense que le propre de tous ces contributeurs, qui seront animés par Marianne, Barthélemy et Eric, c'est de nous donner, de nous fournir des éléments de réflexion, des clés de décryptage d'une région ô combien compliquée, on s'en est aperçu ce soir. Je pense que c'est cela qui fera vivre cet observatoire, qui le renforcera. Et donc, longue vie à lui. Merci beaucoup à vous 3 notamment pour l'extrême discipline avec laquelle vous vous êtes exprimés. Nous sommes pile poil dans les temps. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et puis j'espère à très bientôt pour poursuivre nos réflexions sur cette région compliquée mais centrale dans les équilibres mondiaux. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup, au Au revoir. revoir. Merci à tous.